précoce. Bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis au nom de l'association Grenoble-Rix d'être accueillis aujourd'hui chez Alexis pour notre toute nouvelle interview moqueur adhérent de l'association. Et ma toute première question sera donc une petite présentation en quelques mots de notre hôte d'aujourd'hui. Ok, bonjour. Merci pour l'invitation déjà. Moi, c'est Alexis, j'ai 25 ans. Je fais des Lego depuis à peu près aussi longtemps que je me souvienne. De toute façon, je pense que j'ai pris un peu d'avance déjà sur les questions, mais enfin voilà. Et voilà, je suis dans l'asso depuis 1 an. Super, ok, merci beaucoup. Du coup, on va enchaîner direct sur ton premier ou ton plus vieux souvenir avec les Lego que tu peux nous partager. Ok, alors mon plus vieux souvenir, c'est un peu difficile à dire parce que comme je disais, ça fait super longtemps que je fais des Lego, donc je pense que mon premier souvenir, c'était un truc avec des Duplo. D'ailleurs, dans d'autres interviews des adhérents, ils avaient un peu ce même problème de savoir situer un peu vraiment le premier souvenir, donc je pense que c'est avec des Duplo. Après, les premiers sets vraiment que j'ai eu et dont je me rappelle, c'était pas mal des Bionicle finalement. C'est pour ça que j'ai amené juste là, j'ai préparé un peu l'interview. Donc là, celui-là, je pense que c'est le premier Bionicle que j'ai eu et je pense que c'est le premier set Lego du coup que j'ai eu où je me rappelle qu'on me l'offre, je me rappelle le déballer, je me rappelle le construire en fait. D'accord, vraiment du début jusqu'à la fin. Et quand on te l'offre, c'est parce que tu l'avais demandé ou non, justement, en fait, je vois la boîte arriver, je sais absolument pas ce que c'est et je suis même surpris que ce soit écrit Lego sur la boîte en fait. J'avais aucune idée de ce que c'était, ça ressemblait pas à du Lego, mais finalement ce set un peu plus exotique que ceux que je connaissais, ça a été vraiment mon introduction, je pense, au niveau un peu supérieur de ce que je faisais dans le Lego. D'accord, ça qui a vraiment marqué la bascule entre un jouet parmi tant d'autres. C'est ça. Avec vraiment le jouet. Ouais, complètement. Et puis, enfin voilà, les Bionicle, il y a aussi l'aspect un peu. Enfin, les pièces sont quand même vachement différentes. Et je pense que inconsciemment, ça m'a montré que les Lego, c'est pas que des petites briques toutes carrées aussi. Il y a des pièces beaucoup plus exotiques. Il y a une beaucoup plus grande variété. Et du coup, vu qu'il y a une plus grande variété, il y a possibilité de faire des trucs bien plus fous aussi. D'accord. Et avec ce premier, on va dire, ce souvenir un peu plus franc, est-ce que ça a engagé une espèce de collection autour de cette gamme-là ou pas forcément? En tous les cas, là, celui-là, tu l'as conservé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Du coup, j'en ai plein d'autres, effectivement. Comme je disais, ça a été mon premier pied dans les Lego parce qu'après, il y a eu une Bionicle Mania où c'était vraiment ma gamme numéro 1. D'accord, ok. Donc après en parallèle j'ai eu un peu des Lego Star Wars et d'autres sets, mais ma gamme préférée c'était les Bionicle. Parce que j'étais aussi du coup avec mon petit frère qui lui était moins Lego. Mais l'avantage des Bionicle c'est que en plus de l'aspect création, il y a aussi l'aspect jouabilité qui est vachement mis en avant. Oui. Et pour le coup les Bionicle, c'est des figurines articulées et mon petit frère aimait bien justement les figurines, il avait plein de trucs de super-héros et du coup je pouvais jouer avec lui avec ses figurines. Il aimait pas trop les Lego, mais du coup je pouvais créer mes personnages et ensuite jouer avec lui et pouvoir partager. Et voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Et alors du coup là vient une question peut-être qui est un petit peu pas en rapport direct mais qui me vient quand même par rapport aux figurines qu'on voit actuellement de Star Wars, les grosses figurines. Tu dirais que techniquement cette gamme Bionicle, je sais pas comment on va le prononcer, comment on le prononce officiellement. Alors quand j'étais petit j'ai toujours dit Bionicle, mais c'est parce que c'est ce que je lisais. Je crois que les gens avec un peu plus de connaissances en anglais disent Bionicle parce que mais on va se la jouer Bionicle du coup. Tu dirais que cette gamme là est plus plus aboutie techniement que ceux qu'on voit actuellement ou pas? C'est une question que je me pose. Faut faire la part entre la personne nostalgique en moi de la gamme qui va absolument la défendre et la réalité des faits, mais je pense quand même que techniquement c'est plus intéressant, ou en tout cas c'est plus complexe parce que dans les nouvelles figurines là, comme ça, ce qu'ils appellent les buildable figures, il y a un côté un peu plus simpliste
dans le sens où bah, voilà, on a juste des ball joints, donc ça c'est les petites boules qu'on voit là. D'accord. Il y a juste voilà, Oui. des ball joints à emboîter et grosso modo, dans les nouvelles figurines, c'est un peu le seul truc qu'il y a à faire. Alors qu'aux prémices de Bionicle, justement, c'est un peu un mix avec du technique. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de pièces techniques, il y a des engrenages à l'intérieur. Et en fait, il y a plus de petites pièces. Et les tout premiers Bionicle, donc ça c'est pas la première vague de set qui est sortie, ça ressemblait plus à du technique que même à des figurines articulées. D'accord, ok. Bien, merci. Et ben on va enchaîner tout naturellement aussi avec finalement voilà, le développement de ton histoire avec les Lego. On entend un peu comme souvent quelque chose assez au début de l'enfance avec les duplos, mais sans vraiment trop de détails. C'est un peu normal vu l'âge auquel on démarre. Et puis ensuite, voilà, tu as ce cadeau avec cette gamme-là. Comment ça se développe ensuite ce rapport? Tu restes tout de suite que sur les modèles, tu déconstruis et tu refais, enfin, raconte-nous un peu. Je pense que relativement rapidement, je commence à détruire mes modèles en fait et à essayer de créer mes propres trucs. Alors au début évidemment c'est pas extraordinaire, mais je crois que en fait je me suis jamais vraiment satisfait de la création finie comme ça. D'accord. Et enfin d'ailleurs tu as pu le voir, j'ai pas énormément de sets, je collectionne pas grand chose non plus parce que ce que j'aime en fait là, dans les Lego même en général, c'est vraiment l'aspect création, c'est un support de création. Okay. Et posséder le set, posséder le modèle en tant que tel ne me fait pas grand chose. D'accord, tu vas plus chercher à pouvoir produire quelque chose tu as en tête plus que d'avoir quelque chose déjà préexistant. Complètement. T'as quel âge, excuse-moi, au moment où tu reçois ce premier modèle et que tu vas ensuite aller plus loin? Alors là, ça devait être en 2004, donc je devais avoir 5-6 ans. D'accord, ok. Donc c'est vers 5-6 ans. Et tu disais du coup, tu construis aussi des figurines avec lesquelles tu peux aussi jouer avec ton petit frère. Comment après tu développes ça? Tu restes sur les figurines ou tu vas construire autre chose? Je pense que, c'est même sûr que je construis d'autres choses parce que j'ai quand même du coup quelques Lego un peu plus classiques à côté. C'est juste que la différence c'est que en gros, soit pour les Bionicle, pour les Lego plus classiques, la plupart de ces Lego viennent servir un objectif de jouabilité dans le sens où je construisais des Bionicle, des personnages, j'inventais des histoires et tout pour jouer avec mon petit frère. Je construisais donc avec des Lego plus classiques des véhicules et machins pour pouvoir jouer avec mon petit frère aussi. Enfin voilà, en fait on crée un univers de A à Z, donc de l'invention des personnages et de tout ce qu'il y a jusqu'à l'histoire, jusqu'à machin. Et que tout soit complet quoi. C'est ça, en fait oui, c'est ça, c'est une espèce d'imaginaire collectif avec mon petit frère et ouais. D'accord, c'est génial. À vrai dire, tu vois, j'y pense, tu me poses la question, je m'étais même jamais repenché sur vraiment tout ce que je suis en train de te dire là, le fait qu'on crée quelque chose de cohérent, du moins du point de vue d'un enfant. Bien sûr. Et ouais. Et du coup, ces univers créés, ils s'inspiraient de ce que vous aviez dans votre, environnement type dessin animé, lecture, ou c'était vraiment de la nouveauté ou un appui sur ce que la gamme Lego proposait et puis après vous partiez complètement ailleurs, parce qu'après on va voir dans les mocks que tu fais qu'on est sur divers aspects et pas et du coup voilà, jeune enfant, on est encore jeune bien évidemment, mais comment tu t'inspires? Est-ce qu'il te donne des idées ton frère, ou c'est toi qui pioches par rapport à ses envies, à tes envies? Il y a un peu de tout en fait. Tu vois, c'est un peu la grande question d'inspiration. J'étais influençable, j'allais dire, je suis toujours influençable et vraiment les idées peuvent sortir de absolument n'importe où. D'accord. Et du coup, des fois on voit un film, on se dit oh putain, ce personnage il est trop bien, et du coup j'essaie de refaire un truc qui ressemble un peu, et ensuite l'intégrer à l'histoire.
pour le coup, les influences sont vraiment diverses et variées. Et ouais. Assez large, quoi, et ouais, c'est ça. sans thème prédéfini et exclusif, quoi. C'est vraiment ça. En fonction du moment et des envies, quoi. D'ailleurs, c'est un truc que j'ai un peu gardé avec le temps, justement. Je suis en termes de. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien développer un univers en particulier, et je trouve ça cool. Ils peuvent vraiment construire un truc sur le long terme, des gros projets. Moi, ça, j'arrive pas. Parce que je suis un peu une girouette, dans le sens où je vois un nouveau truc cool, j'ai envie d'essayer, et puis. Sauf que d'autres trucs cool, j'en vois d'autres entre temps, et du coup, au final, j'ai une espèce de carnet d'idées avec des choses qui sont totalement diverses, qui n'ont absolument aucun lien entre elles, quoi. Du coup, tu notes toutes tes idées ? Ouais, complètement. D'accord. Pour pas les oublier ? C'est ça, mais c'est pas que pour les Lego, c'est pour un peu tout. En fait, j'aime bien l'idée que l'inspiration, on peut pas la provoquer, mais par contre, on peut apprendre à construire autour, à la cadrer un petit peu. Et du coup, quand j'ai une idée, à ce moment Z là, à ce moment T, et je la note. Et du coup, j'ai un carnet avec toutes les idées. Et je sais que c'est des bonnes idées, entre guillemets, parce qu'elle a jailli comme ça de manière complètement spontanée. Et que sur le moment, je me suis dit, ce serait cool si je faisais ça. C'est pas quelque chose que je me suis forcé à provoquer par rapport à un thème. Il n'y a pas de contrainte, c'est vraiment un truc que j'ai eu de manière spontanée. Et alors, du coup, est-ce que ton premier mock est une idée spontanée Oui, je pense complètement. Surtout que quand on est enfant et qu'on a juste une caisse de Lego devant soi, il n'y a pas vraiment de contraintes, juste on construit ce qu'on veut, quoi. D'accord. Et ton premier mock qui fait pour toi la différence entre la période enfant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses formidables enfant, mais un truc dont vraiment le premier mock dont tu es super fier et que du coup tu vas possiblement nous présenter. Il y en a un sur la table, mais est-ce que c'est celui-là ou est-ce que ça n'a rien à voir ? Non, j'ai des trucs plus vieux, mais du coup, mes mocks, je les garde pas. D'accord. En gros, mon stock de pièces, il est ce qu'il est. Et comme je disais, je me satisfais pas non plus d'avoir le modèle. Donc, à terme, les mocks finissent tous par disparaître. Ok, donc ce qu'on voit en expo, ce qu'on aurait pu voir un jour n'existera plus. Un jour n'existera plus. Okay. Et tu prends bien des photos c'est ça, maintenant ça fait partie un peu du cycle de vie. C'est parce qu'il y a un peu les réseaux et tout. Du coup, je construis le mock, je le fais vivre un peu du coup à travers les expos, à travers les réseaux et tout. Et puis une fois qu'il a fait sa vie, je le détruis. Et tu arrives à déterminer la fin d'un mock pour qu'il soit détruit, déconstruit pour passer à autre chose, pour récupérer les pièces ? Ça dépend. En fait, soit j'ai une nouvelle idée que je trouve vraiment bien et où je me dis, ça justifie totalement que je commence à phagocyter les mocks et à enlever les pièces. Soit le mock, ça fait trop longtemps qu'il est là, en gros, de mon point de vue, et je commence à voir un peu les erreurs et les trucs que j'aime pas dans ce mock, parce qu'entre temps, j'ai évolué en tant que moqueur. Du coup, je me dis, là, celui-là, je peux faire. Si je faisais la même idée maintenant, je ferais quelque chose de beaucoup mieux, et du coup, je l'aime plus trop, quoi. Ah d'accord. Alors comme quoi, il faut absolument pas faire d'interprétation, parce que moi je l'ai vu sur la table et je me suis dit, il va peut-être nous le présenter plus en détail. Ah non, mais lui ça va, je l'aime bien encore. Tu l'aimes bien encore, mais je pense qu'un jour, au départ quand je l'avais fait, lui, c'était plus en accompagnement du Quetzalcoatl. Il me restait un peu de temps, il me restait des pièces et je me suis dit, ça va faire un peu vide la table si j'ai pas un quatrième truc. Mais lui, pour le coup, c'était assez en impro, quoi. C'est-à-dire que je me suis dit, ce serait pas mal d'avoir un temple. Je me suis fait une petite, pas une bibliographie, mais j'ai fait un petit peu de veille informationnelle justement autour des temples précolombiens, et après je me suis lancé dans un truc un peu en impro, quoi. D'accord, très bien. Donc en fait on peut pas voir le tout premier mock. Est-ce qu'il y en aurait un dans tous ceux qu'on peut voir déjà en expo qui serait on va dire une base assez complète même si après bien évidemment tu développes et tu changes et tu referais différemment, mais qui serait nous présenter un peu plus en détail si c'est pas le temple, est-ce que c'est un autre ou pas. Ok, alors j'ai des mocks plus vieux que d'autres. Je pense que je peux ressortir le plus vieux que j'ai actuellement. Ouais, super. Alors on va couper et tu vas nous le chercher. Donc, du coup, Alexis est allé nous chercher dans la caisse, on va dire, l'un des tout premiers mocks qui existe encore.
Alors, mais qui est un petit peu... il est partiellement complet. Partiellement complet. Donc, j'ai une caisse là. Ouais, qu'on voit. Alors, j'appelle ça le compost. Pourquoi j'appelle ça le compost? Parce qu'en gros, dans cette caisse, il y a plein de mocs dans des états différents qui se décomposent, donc dans lequel je viens... une fois qu'ils ont un peu terminé leur cycle de vie ou que j'ai besoin de faire de la place, voilà, je les mets là-dedans et petit à petit, je leur phagocyte un peu toutes les pièces. Tu les défais pas complètement du coup? Ça, non, je les démonte. Ouais. Ouais, c'est... Est-ce que c'est parce que tu sais où sont les pièces dans le modèle? Ouais. Ça me questionne toujours. On a une espèce de mémoire où on sait plus ou moins où sont nos pièces, où on a engrammé des choses en termes de construction. Alors est-ce que c'est... Ouais, effectivement, je me rappelle un peu où sont mes pièces. J'ai une image pas extrêmement précise, mais je sais un peu quelle pièce j'ai en quelle quantité. Et du coup, vu que je suis un peu un flemmard et que quand un mock est terminé, j'ai la flemme de le démonter tout d'un coup, je viens récupérer juste la pièce qu'il faut là où il faut. Okay. Et du coup, ça finit par donner des trucs comme ça où là, voilà, il manque plein de trucs. Mais voilà. Alors, donc ce mock-là, qu'est-ce que c'est donc exactement pour les non-connaisseurs? Alors là, il lui manque de quoi s'agit-il? Il s'agissait de Groudon dans Pokémon. D'accord. Du coup, ça, je l'avais fait en 2017. D'accord. Non, en 2019, pardon. C'était pour la deuxième expo que je faisais de ma vie en tant qu'exposant. D'accord. Et du coup, c'était à Bron. Donc voilà, c'était dans la région lyonnaise. Il n'y avait pas encore Grenoble à cette époque. Alors là, du coup, tu as l'idée. C'est l'idée c'est une idée à trouver pour l'expo ou comment ça se passe? Ok. Est-ce que j'ai fait le mock en connaissance de l'expo Est-ce que ça faisait partie déjà de toutes tes idées notées quelque part à faire? Je pense qu'il y a un peu des deux. Il Ouais. faut savoir que, en gros, j'ai mes idées et des fois, il y a le contexte qui fait que je donne un peu un coup de collier sur telle idée. Okay. C'est ce qui s'est passé avec le Quetzalcoatl. Ça fait longtemps que je voulais en faire un. C'est le gros serpent. Enfin, je peux l'amener. Ouais, carrément, parce qu'en plus, ça va faire partie aussi des. Alors, le serpent, tu vois, qui a été par l'enfant. Alors, je reprends, parce qu'en fait, par l'enfant qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui m'a laissé sa question. Et cet enfant pensait que c'était un dragon. Donc déjà, voilà, déjà c'est pas un dragon mais un serpent. Donc, tu vas pouvoir lui faire l'article de tout ça de façon plus précise. Moi je vais couper pour la caméra pour reprendre sur un plan plus précis. Donc là, tu vas nous présenter. Donc, alors tu peux redire le nom de... Alors... C'est compliqué à prononcer et encore plus à lire pour les dyslexiques, mais le Quetzalcoatl. Ouais, ok, d'accord. Tu me l'écriras comme ça, je pourrais faire un petit sous-titre à la caméra. C'est encore plus compliqué à écrire qu'à lire. D'accord. Mais du coup, le Quetzalcoatl, qu'est-ce que c'est? C'est une des principales divinités chez les Mayas, donc chez les Aztèques, il s'appelle Kukulkan. C'est le serpent à plumes, et du coup, chez eux, il est dieu de pas mal de choses, dont parfois le soleil. C'est pour ça que je lui ai mis une couronne. Et voilà, et du coup c'était lui qui était vénéré. C'est pour ça que j'ai pensé du coup à faire le petit enfant. Ok, mais donc au départ, si on revient sur le lien entre expo et coup de boost pour construire, oui. Comment tu nous expliques les deux quoi? Oui, c'est vrai qu'on a perdu un peu non mais c'est pas grave, mais du coup, en gros, je savais depuis longtemps que j'avais envie de faire ça. J'ai toujours, la mythologie précolombienne m'a toujours intéressé. C'est un thème avec plein de couleurs, qui est vachement riche, même sur le plan de l'architecture, sur le plan des créatures, etc. Donc il y avait beaucoup de choses à faire. C'est juste que le Quetzalcoatl c'était un peu compliqué à faire et je voulais pas marquer le coup mais être sûr d'avoir suffisamment de technique parce que j'aime pas repasser deux fois sur un même mock, sur un même sujet, donc d'avoir suffisamment de technique pour dépeindre le mieux possible la créature et vraiment faire quelque chose dont j'étais particulièrement fier. Et du coup là il y a eu l'expo de Grenoble en octobre. Parce que ça, il date de quand la sortie de ce projet? C'est quelle année? Et du coup, je l'ai fait l'été dernier. D'accord. Et c'est là que je me suis mis un petit coup de bout, justement. J'ai regardé un peu les projets qu'il y avait. J'avais pas énormément de mock à montrer à l'exposition. Et je me suis dit, Quetzalcoatl, c'est vachement bien. Enfin, ça correspond parfaitement à ce qu'il faut pour une expo. D'accord.
au début, j'avais pensé à d'autres trucs, mais là, il a l'avantage d'être coloré, ça attire pas mal l'œil et tout. Enfin, voilà, il y a des mocs qui se prêtent plus que d'autres à des expositions grand public, quoi. Et du coup, l'enfant de l'association Grenobrix avait, donc, on lui dira donc que c'était un serpent, une divinité, mais pas un dragon. La question suivante qu'elle avait, c'était est-ce que tu as fait un plan ou est-ce que tu l'as fait au fur et à mesure? Alors, il y a un peu des deux. En gros, il y a une partie que je fais dans ma tête sans forcément dessiner un plan. Mais comme je disais, je me note mes idées et du coup, j'ai quand même... Et alors avant, je faisais pas ça quand j'étais petit, mais maintenant, j'ai un peu des schémas. Et des dessins et des trucs comme ça. Donc en gros, il y a des idées, des fois à noter avec du texte, c'est long et c'est pas forcément pertinent. Du coup, je commence à dessiner quand j'ai des idées. D'accord. Typiquement des utilisations de pièces ou même juste l'aspect général que je veux qu'il ait pour me donner une ligne directrice. Et du coup, voilà, mes idées, je commence à les noter. Et du coup, ça, c'est le papier original. Ok. Avant de le faire. Ouais, je l'ai pas redessiné comme ça. Non, c'est vraiment les notes que j'ai prises avant de le faire, quoi. Donc là, on voit quelque chose qui peut-être dans des années sera hyper convoité. On va faire. Oui, parce qu'après, dans les expositions, des fois, tu as aussi les vitrines avec les vieux manuscrits. Ouais. C'est possible, faut y penser. D'accord. Donc vraiment du dessin et des notes autour des pièces que tu peux utiliser. Ouais. Mais pas du tout, ou peut-être sur d'autres MOOC, je sais pas, d'utilisation de logiciels. Non, pas trop. C'est pas trop, c'est-à-dire tu peux ou... Ça dépend pas mal des MOOC. J'avoue que naturellement, je viens pas faire du studio par exemple. Parce que je construis de manière assez instinctive. J'ai besoin de toucher les pièces pour me projeter et de tenter des trucs. Et en essayant plein de trucs, je me rends rapidement compte si ça marche ou pas. Et sur Studio, j'ai pas cet aspect-là, quoi. Surtout qu'il y a aussi le fait que sur Studio, tu as absolument toutes les pièces possibles et imaginables dans les quantités que tu veux. C'est difficile de se limiter, de se dire est-ce que c'est vraiment une solution pertinente, parce que de toute manière cette pièce je peux la répéter 30 fois si je veux et tu te poses pas la question de la limitation dans ton stock, est-ce que je suis vraiment en train de faire un truc parce que là du coup tu l'as fait avec le stock de pièces que tu avais déjà. Alors pas complètement, c'est pour ça que je dis pas complètement. Parce que j'avais quand même assez de stock par exemple de feuilles là. D'accord. Pour tenter justement cette texture là sur le serpent. Et j'ai maintenant la maturité nécessaire, je pense en tant que moqueur, pour savoir que ça allait marcher un peu sur tout le reste. D'accord. Et que je pouvais partir là-dessus, quoi. Et puis ensuite commander ce qui te fallait. C'est ça, donc là j'ai commandé. Combien d'heures pour réaliser cette œuvre-là? En plus, c'est une des questions classiques de l'expo, c'est toujours combien de temps, combien de pièces. C'est vachement difficile à estimer. Parce que c'est pas un truc qu'on fait, on se dit pas aujourd'hui je construis un Quetzalcoatl et à 4 heures c'est terminé, quoi. C'est vraiment un truc qui s'étale sur le temps. Je dirais que en gros entre le moment où je commence ce genre de dessin et le moment où j'estime que c'est terminé, il y a plusieurs mois qui s'écoulent. D'accord. Donc si après tu le projettes, si tu projettes un projet, c'est un peu redondant ce que je dis, mais c'est-à-dire que si tu projettes une idée sur une expo, il va falloir que tu t'y prennes quand même vachement en amont, malgré tout, parce que tes projets ils sont assez conséquents. C'est pas des petites œuvres non plus, quoi. Ça, je suis lent, je suis devenu aussi un peu perfectionniste avec le temps, où je me dis cette solution c'est vraiment pas la meilleure et tant que je considère pas que j'ai le meilleur truc, je m'en satisfais pas en fait. D'accord. Et du coup, j'ai pas envie de présenter ça. Et maintenant, en plus avec le fait que je peux commander des pièces et que j'ai maintenant connaissance un petit peu des pièces qui existent, de plus en plus je me dis ok, j'ai cette pièce là dans mon stock, mais je sais que si j'avais telle pièce là en telle couleur, peut-être que ce serait mieux. Et du coup, je commande de plus en plus et du coup, mes MOOC ont une durée de vie un peu plus longue du coup, parce que je phagocyte moins, parce que je deviens trop précis, trop exigeant sur les pièces que je veux en fait. C'est pas forcément bien pour mon porte-monnaie, mais... Oui, ça, malheureusement, c'est un peu ce que peuvent nous dire tous les moqueurs qui développent de plus en plus on va dire ce fonctionnement, c'est qu'au final, c'est sans fin et il faut quand même aussi pouvoir avoir le budget nécessaire.
Du coup, là, Alexis va nous faire l'honneur de nous présenter un petit peu ses projets en cours, ses idées. Ouais. Bah, comme je disais, du coup, là, chacune de ces idées, il y a une feuille associée, il y a des dessins, il y a des machins. Je pars dans toutes les directions. Ça se trouve, il y a des mocks qui sortiront jamais. Justement, dans le compost, il y a des mocks où j'étais presque jusqu'au bout. Entre-temps, j'ai eu une autre idée que j'ai trouvée meilleure. Et avant même qu'il soit sorti, j'ai commencé à le phagocyter. Du coup, c'est des mocks qui sont un peu mornés, quoi. D'accord. Et du coup, peut-être que là-dedans, il y en aura des comme ça aussi. Mais du coup, par exemple, avant le Quetzalcoatl à l'expo, je voulais faire un dragon beaucoup plus gros avec une ville sur son dos. Si je retrouve la petite feuille associée, voilà, un truc un peu comme ça. J'avais plusieurs sketchs. Donc, je voulais qu'en gros, il soit avec une ville au format micro, qu'il y ait un peu d'architecture. Donc sur les cornes, par exemple des tours sur les cornes. Je voulais qu'il y ait un temple à la place du nez, là, qu'il y ait une ville sur le dos, ce genre de choses. Et finalement, en fait, je me suis dit que ce serait trop gris. Et puis, il y avait toute une... en gros, je l'avais appelé psychopompe, parce que les psychopompes, c'est justement dans la mythologie, mais n'importe quelle mythologie, les passeurs, en gros, vers la mort. Donc, par exemple, Anubis, c'est le psychopompe de la mythologie égyptienne. Enfin, voilà, on retrouve des psychopompes dans à peu près toutes les religions et croyances. Et du coup, voilà, je voulais un dragon psychopompe. J'avais commencé à lui faire la structure de son corps, du coup, en forme de cercueil. D'accord. Et je me suis dit que ce serait peut-être un peu trop morbide pour l'expo, justement, et que voilà, Quetzalcoatl serait plus sympa à montrer. Et du coup, bah voilà, il est resté depuis lors à cet état-là. Et je ne l'ai pas continué parce que j'ai eu d'autres idées entre-temps. Et tu peux revenir sur des idées que tu as mises de côté et aller jusqu'à l'aboutissement. Ça peut arriver. Ça peut arriver quand même, d'accord. Ouais, mais du coup, voilà, j'avais d'autres trucs en parallèle. Donc ça, j'avais commencé à faire la créature du film La forme de l'eau. D'accord. Donc je sais pas si ça te parle. Ouais, carrément. Voilà, moi, ça me parle, mais en tous les cas, tu peux peut-être détailler un peu pour ceux qui ne sauraient pas. La forme de l'eau, c'est un film de Guillermo del Toro sorti en 2019, je crois. Enfin voilà, et du coup, ça raconte l'histoire. Enfin, c'est une espèce d'histoire d'amour improbable entre une jeune fille sourd-muette et une espèce de créature retenue captive par des labos donc de l'armée américaine. Tout ça dans un contexte de guerre froide. Enfin bref, là, ce qui m'intéressait plus, c'est la créature en elle-même, son design, parce que je suis vachement fan des films de Guillermo del Toro. Donc, il a fait aussi, par exemple, le Labyrinthe de Pan, les Hellboy. Enfin, je trouve qu'il a vachement, dans ses créatures, il y a quelque chose d'extrêmement organique. Il y a toujours quelque chose de très vivant. Et c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire vachement sur ce plan-là. Et du coup, j'aimais bien la créature. J'ai commencé à essayer de la refaire à cette échelle-là. Je savais pas trop à quelle échelle je voulais la faire. Et je trouve qu'elle a le visage beaucoup trop plat. Et c'est pour ça que je l'ai mis en stand-by pour l'instant. Parce qu'il manque vraiment quelque chose là-dedans, quoi. Je pense que je vais la reprendre. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que ça peut prendre des mois aussi. C'est que je passe plusieurs journées à faire ça. Et je reviens 2 jours après dessus et je me dis, ouais, il y a quelque chose qui va pas là, c'est pas du tout ça. Il y a quand même des inspirations très visuelles. Ouais. Bon, c'est peut-être facile de dire ça parce qu'avec les Lego, on est quand même beaucoup dans la représentation aussi. Mais on sent quand même des univers assez importants pour toi. C'est le sentiment que... je suis quand même... si je devais citer d'autres passions que les Lego, il y a le cinéma. D'accord. Vraiment, je suis vraiment un gros consommateur de films, cinéphile et cinéphage. Et du coup, le cinéma a une importance dans mon imaginaire visuel, vraiment une empreinte forte. Okay. Quoi. Et donc du coup, tu peux à la fois rester tu peux essayer de créer des idées qui vont être très précises parce que issues d'un film, mais après, tu peux aussi les remodeler, les remodifier avec ta propre imagination. C'est ce que je comprends, c'est un petit peu ce que je ressens quand on voit ton idée sur le dragon. Ouais, c'est ça. Là, on est un peu sur un mix entre ce qui existe dans la mythologie et les représentations assez, je dirais,
général Ouais. dans la pensée humaine, avec quelque chose de très personnalisé à toi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, justement, c'est une bonne remarque, effectivement. Il y a deux aspects. Il y a ce que j'imagine, donc vraiment avec l'idée de A à Z, et ce que pas je copie, mais ce que je représente, quoi. Oui. Et donc, j'adore reproduire des trucs, mais je trouve justement que j'ai envie d'élargir mon imaginaire à moi et de le représenter à moi. J'ai envie de plus, justement, de prendre les bases, foisonner les archétypes vraiment qui te parlent toi, pour ensuite en faire quelque chose qui te correspond. C'est ça, d'une certaine manière, c'est la vision d'artiste, mais de A à Z. Exactement, oui, c'est ce que j'allais dire et c'est ce que tu disais au début, finalement. Le Lego est un support artistique, complètement. au même titre que d'autres, et ça permet de faire sortir en réel quelque chose de pensée, quoi. D'accord. Okay. Ouais, désolé parce que c'est trop intéressant. Parce qu'on était sur les détournements de pièces, même si on n'est pas encore arrivé à la question de présentation d'un détournement. Mais on parlait des différentes couches, parce qu'il y a aussi cet effet de relief, là peut-être qu'on le voit un peu moins, mais on voit quand même qu'il y a ce travail-là, et tu disais oui. On parlait de détournement de pièces, et justement, je trouve que avec un détournement de pièces, en fait, ça ajoute tout de suite rapidement du cachet au mock. Oui. Et ok, on pourrait tout représenter de manière super... j'allais dire, en anglais ça aurait été blocky, ils font vraiment avec des blocs en escalier, quoi. Mais peut-être qu'il y a des pièces du coup, et c'est ce que j'essaie de chercher, et c'est pour ça que ça me prend du temps, qui ont absolument rien à voir avec ça, qui sortent totalement de nulle part, et qui en fait ont la forme parfaite pour ça. Et justement, quand on fait des trucs assez précis et assez petits, cet aspect de bloc là, on peut pas s'en contenter, en fait. Mais quand tu cherches du coup à trouver le moyen de représenter avec des pièces détournées pour que ça ait un impact plus, je dirais, plus fort, en tous les cas encore plus visuel, tu les trouves comment? En testant ou en ayant vu ailleurs ce type de détournement, ou un peu des deux, je sais pas. Un peu des deux. J'avoue qu'avant, j'étais pas mal inspiré par les moqueurs que je voyais et les pièces qu'ils utilisaient, qui détournaient d'une certaine manière. Avec le temps, j'ai commencé à avoir un peu un autre mode de fonctionnement, plus ou moins consciemment. C'est que, en gros, dans mon tri de pièces, j'ai en gros des tiroirs avec toutes mes petites pièces. Et justement, ce genre d'exercice va vachement reposer sur les petites pièces en question. Donc, tous les accessoires de minifig, toutes les armes, les mains, tout ce qui est vraiment à l'échelle minifig, les trucs les plus petits possibles. En fait, quand je fais un truc comme ça, je sors tout et je regarde un peu. Et des fois, il y a des pièces que je retrouve auxquelles je n'avais même pas pensé. Je me suis dit, mais ça c'est vraiment minuscule, mais c'est exactement ce qu'il faut. Donc tu vas tester. Est-ce que tu as l'impression qu'au fil du temps, il y a des formes d'automatisme où tu te dis, tiens, j'ai déjà utilisé par exemple les mains pour faire les narines. Est-ce que du coup, sur le plan cérébral, ça vient plus vite à d'autres moments, ou le temps de recherche il peut être aussi long? En général, c'est souvent aussi long, parce que en fait, ça dépend vachement du mock qu'on veut faire. C'est-à-dire que peut-être que là, ça marche bien pour les narines, mais peut-être que l'autre mock que je vais faire aura pas la même échelle, et du coup, je pourrais pas, je serais plus gros, plus petit, et je pourrais pas m'empêcher de me dire, ok, mais ça marchait bien à cette échelle-là, mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à cette échelle-là? D'accord, ok, très bien. Alors Alexis, là, il nous a préparé plusieurs astuces. C'est difficile. À chaque fois, on voit bien que nos interviewés ont la gentillesse de proposer une première, et puis après, il y en a toujours des suivantes qui arrivent. Donc, alors là, la première. Donc, en fait, les deux astuces, de toute façon, sont à peu près sur la même thématique. Il y a un thème qui revient souvent, c'est celui de la souplesse. Surtout quand on fait des créatures, on ne veut pas qu'elles aient l'air complètement rigides. Du coup, voilà, la question de la souplesse se pose souvent, et j'ai deux techniques. Donc, la première qui est
j'ai envie de dire la plus connue, c'est celle avec les filets. D'accord. Donc voilà, c'est une pièce de filet là. Donc c'est des petites, ni plus ni moins que des petites cordes emmaillées finalement. Et du coup, il se trouve que ces filets, entre chaque nœud, on peut faire passer des petites plate round. Et du coup, on va se servir de cette propriété de manière très très simple. Donc avec une pièce de 2 par 1 là, je vais la poser juste en dessous du filet. Je vais mettre une plate round là, une plate round là, et par-dessus, vous mettez ce que vous voulez, mais moi j'ai mis des tiles. Et hop, et on a juste à répéter ce process comme ça, plusieurs fois. C'est ça, de manière à couvrir le filet. Et ça, qu'est-ce que ça fait en fait? C'est pour ça que je l'ai préparé aussi un peu là. Ouais. En fait, ça fait une surface qui est totalement souple et qui permet de s'adapter. Du coup, on peut imaginer utiliser ça pour des toits, par exemple. Si votre toit il a une forme un peu courbée, ou comme des murs, par exemple. Si vous avez des murs d'une tour qui sont un peu, je sais pas. D'accord, ouais. Et donc voilà, cette souplesse, elle peut être utilisée à pas mal d'endroits. Et tu l'as, toi, déjà utilisé dans le cadre d'un mock ou... Alors avec le filet, je crois pas, parce que en gros, souvent on peut se dire, ok, un filet, c'est bien, ça permet de faire un truc souple, mais c'est quand même pas super grand comme surface. Et justement, ça fait une transition parfaite sur la deuxième méthode. on est bon, hein. Alors la deuxième méthode, bon, je vais la montrer déjà à petite échelle pour que vous voyez comment ça fonctionne, et puis après je vais vous montrer les pouvoirs. Les pouvoirs. Donc ça, c'est un truc que j'ai vu sur Flickr par un gars qui a expérimenté. J'ai jamais vu cette méthode vraiment utilisée à beaucoup d'endroits et je trouve ça dommage parce que je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel. Donc ce que j'ai fait là déjà, c'est que j'ai juste pris une plate 6x6. Mais vous pouvez prendre cette plate de la taille que vous voulez. En fait, si vous avez un gros truc à recouvrir de manière souple, voilà, vous prenez un truc plus grand. Et sur cette plate, du coup, je vais rajouter des petits cônes. Hop, de manière à faire le tour. Et donc ça servira juste de support pour faire le maillage. Donc en gros, maintenant je prends des 2 par 2 que je vais caler juste comme ça, hop, hop. Et du coup, le maillage, donc là je vais utiliser une ficelle tout à fait classique. Les puristes Lego diront qu'il faudrait utiliser la ficelle Lego qui coûte cher alors que c'est juste une ficelle noire. En vrai, j'ai pas peur d'utiliser une ficelle qui n'est pas de puriste. Et du coup, là, je vais le mettre dans un des cônes, l'embout, et je vais rajouter une plate round ici, si elle veut bien s'emboîter. Donc ça, de toute façon, c'est juste pour la mise en place. Et là, à partir de maintenant, hop, je vais faire le maillage. Donc, je vais passer comme ça. Je compte 2 cônes, je refais passer sur cette ligne. Et du coup, si on avait plus de 2 par 2, je referai 2 ici, je referai passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. D'accord. Et après, pareil, je fais le maillage dans l'autre direction. Donc, pour faire une forme de quadrillé. Et c'est ça, en fait, on est en train de refaire le quadrillage, mais à une plus grande échelle. Hop. Et hop, donc là, en gros, je l'ai fait à petite échelle, juste pour qu'on puisse voir un peu comment c'est fait. Et du coup, une fois que vous avez fait votre quadrillage comme ça, hop, vous rajoutez par-dessus donc la pièce de taille 2 par 2 que vous voulez. Là, j'ai utilisé des tiles, encore une fois. Si vous voulez, vous pouvez utiliser autre chose. Hop, et ça va sécuriser en fait le croisement là, de la ficelle. Et ça va sécuriser le maillage. Hop. Et du coup, après, la meilleure partie, le déballage. Donc, juste à détruire le support. Ok, finalement, c'est comme un patron, quoi. Ah oui, je vois le... Ah. Et du coup... c'est malin comme tout. Et du coup, voilà, ça fait un petit truc souple. Alors ça, je pense que ça va carrément inspirer les gens qui vont regarder, quoi. Surtout que c'est pas forcément compliqué, parce que les pièces, c'est juste des 2 par 2, des tailles de 2 par 2 et de la ficelle. Quoi. Et de la ficelle, Et du coup, à grande échelle, là, j'ai fait la même chose. Je suis parti de je sais plus où, ici de là, voilà. Tac, 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 hop. Pareil dans l'autre sens. Donc là, on a quand même Alexis qui nous a
extrêmement bien travaillé. Oui. Son interview, parce que franchement, il a préparé plusieurs étapes, plusieurs formes. Respect quoi, merci à toi. Donc, y a pas de quoi. Et donc là, on imagine que tu vas enlever tous les cônes. Ouais, mais ça va aller relativement vite. Mais au début, j'avais préparé ça, et puis je me suis dit, ah mais soit je mets direct toutes les tiles et en fait on va rien comprendre, on verra rien, soit je fais tout en direct mais ça va prendre des plombes. Ah ouais, c'est génial. Donc voilà, génial. Là j'ai juste, pour qu'on comprenne, ajouté les dernières tiles. Hop, je les ai pas taillées ici, c'est tout. Hop. Et si j'arrive à l'emboîter. Voilà. Ok. Et là pareil, meilleur moment, destruction du support. Bon, il faut un certain nombre de cônes, mais après vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément des cônes. En fait, tout ce qui compte, c'est qu'on puisse faire le maillage comme ça, quoi. Même si le support n'est pas en Lego, c'est pas grave. Et puis les cônes n'ont pas besoin d'être de la même couleur. Oui, on s'en fout, c'est juste une étape transitoire. Ouais. Hop. Allez, la fin, voilà. Après, ça fera un petit peu d'ASMR aussi. Et du coup, voilà, ça fait un truc souple. Ah ouais. Hop. Et du coup, avec cette technique-là, j'ai déjà vu des gens faire ce qu'on appelle du rock work. Donc, c'est du travail sur les rochers, les falaises. D'accord. On peut faire des trucs, des impressions de sable aussi. Ouais. Au départ, je pensais utiliser une technique un peu similaire, du coup, pour faire les écailles du Quetzalcoatl. Ouais. Au final, j'ai essayé un petit peu et je trouvais que ça rendait quand même moyen. Mais voilà. Oui, mais ça fait quand même un effet de texture intéressante, quoi. Ça... Ouais, complètement. Surtout que là, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des tailles, vous pouvez mettre totalement d'autres pièces. Oui. Impressionnant. Ce qui compte, c'est juste le maillage. Enfin, c'est à la fois impressionnant, mais assez simple dans l'exécution. Et puis dans le besoin d'un certain de pièces. C'est pas des pièces introuvables, quoi. Ouais, ça fait partie du quotidien, quoi. Complètement. D'accord. On arrive du coup, Alexis, sur la fin de notre temps très, très riche et instructif avec toi. Et l'avant-dernière question est au sujet d'une recommandation que tu aurais à nous faire, à aller découvrir. Quelqu'un qui fait aussi des MOOC, qui a pu t'inspirer ou... Enfin, quand je parle d'inspiration, en tous les cas, enrichir quelque chose dans on va dire, ton parcours de créateur. Ouais, j'ai en tête quelques listes de mes moqueurs préférés. D'accord. Alors, je suis toujours partagé entre le fait de parler de moqueurs qui sont super connus et le fait qui sont super connus, qui font des trucs vachement bien, et le fait de faire découvrir des nouveaux moqueurs qui, eux, sont pas très connus, mais qui mériteraient d'être connus. Le premier moqueur qui me vient en tête, là, après peut-être que tu pourras passer des photos. On passera en photo aussi. Okay. Le premier qui me vient en tête, c'est un gars qui s'appelle Mi-Ai. Alors attends, faut que je retrouve le nom, sinon j'arriverai pas à te le citer. C'est parce qu'il a un nom trop bizarre. Bon, bien sûr, Alexis va m'envoyer tout ça par message. Non, il faut le retenir. Faut pas que je me plante sur l'orthographe. Tac. Ok. C'est bon, j'ai son nom. Du coup, il s'appelle Mi-Ai Marius Mi-U. Ou Mi-U, je sais pas comment on prononce. Mais du coup, tout à l'heure, on parlait justement de la vision d'artiste de A à Z. C'est-à-dire faire des MOOC qui représentent pas seulement quelque chose, mais dont l'idée est aussi originale, quoi. Ouais. Pour moi, ce gars-là, c'est vraiment le mec avec sa vision d'artiste de A à Z. Et justement, il montre en gros les dessins et tout qu'il fait à l'avance, qu'il imagine totalement, et ensuite qui est retranscrit en Lego. Et du coup, il y a vraiment... je considère vraiment ça comme des œuvres d'art avec vraiment la fonction, où on voit l'essence d'une œuvre d'art, parce que du coup, il a imaginé aussi, l'idée est porteuse de sens au départ, et c'est pas juste une création en Lego qui reprend quelque chose d'existant, quoi. Tu veux dire qu'il y a vraiment une réflexion sur le fond
C'est ça. Alors, forcément l'expression de la forme, mais quelque chose qui avec au fait on peut le suivre dans tout son process de créatif. C'est ça complètement. Bah, s'il faisait pas des Lego, en fait, peut-être qu'il aurait trouvé un autre support, mais ses œuvres seraient quand même intéressantes parce que ce qui prédomine chez lui, en fait, c'est l'idée. D'accord. Quand on regarde ses mocs, en fait, on regarde ce qu'il a voulu retranscrire, ce qu'il a voulu dire. Et ensuite, le fait que ce soit bien réalisé, c'est vraiment un gros plus, évidemment. D'accord. Mais il y a de l'idée aussi derrière. Et c'est quelque chose dans lequel toi, tu te retrouves aussi dans ta façon de créer. C'est aussi ce qu'on l'a vu dans tout ce que tu nous as présenté. Il y a une recherche d'expression, il y a une recherche comment dire, de montrer aussi les étapes, comment on arrive à... C'est aussi ça qui fait que ça te il y a un peu de ça, mais aussi, justement, je trouve que je retranscris pas assez mon imaginaire à moi et un peu trop celui... je retranscris trop les choses qui m'inspirent, mais parce que moi, j'ai envie de retranscrire. Dans le sens où... je refais des Pokémon, je refais des personnages de films, mais ces créatures, par exemple, c'est pas moi qui les ai inventées, c'est pas moi qui les ai designées, je suis juste en train de reporter des détails du mieux que je peux. D'accord. Et justement, cet aspect idée dès le départ, j'aimerais qu'en fait le truc que je retranscris en Lego soit porteur de sens dès le début. D'accord. Que ce soit une œuvre en tant que telle, avant même le Lego, quoi. D'accord. Et peut-être aussi qu'il faut pouvoir expérimenter, s'appuyer sur quelque chose d'existant pour ensuite développer des possibilités de pouvoir après, toi, sortir ce qui vient de ton esprit et c'est vers ça que tu voudrais tendre. Je dénigre pas ce que je fais et tout, mais c'est juste que je sais quelle direction j'ai envie de prendre. D'accord, ok. Du coup, je fais aussi un lien. La direction que tu as envie de prendre, il va falloir aussi que... alors, je suis désolée, je me mélange. C'était ta recommandation, est-ce qu'il y en a d'autres ou c'est vraiment celle-là que tu veux mettre en lumière aujourd'hui? Et après, la plupart des recommandations que j'ai, c'est plus par rapport au style. Je trouve que du coup, les mocs, un peu comme n'importe quelle œuvre d'art, il y a différents styles, différents, pas courants, mais presque. Et du coup, dans chacun un peu des styles, quand je sais que je veux représenter un truc de telle manière, je sais que je vais aller m'inspirer de telle personne. Par exemple, un assez connu aussi, c'est Ralph Langer. D'accord. Donc lui, il fait vraiment des trucs, j'ai envie de dire, c'est de l'hyper-réalisme presque. Ok. Et c'est le genre de mock où quand on les regarde, quand on voit la photo, on se dit pas au début que c'est du Lego, quoi. D'accord. Et c'est vraiment en regardant en détail et tout, mais c'est vachement impressionnant. Et finalement, avant j'étais que sur Flickr, après je suis allé sur Instagram et j'ai vu que sur Instagram, ils postaient aussi des photos de work in progress. Et en fait, je pensais que ces trucs étaient hyper compliqués, en fait pas du tout, c'est juste malin, mais c'est pas forcément complexe, et ça a totalement démystifié le truc, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et du coup c'est bien ça, de rappeler aussi que ce qu'on peut voir comme étant waouh et qui pourrait donner un effet qu'on pourrait pas y accéder ou nous-mêmes pouvoir le réaliser, finalement faut aller creuser ce qu'il y a derrière le visuel, la technique et tout, pour se rendre compte que ça peut être assez simple. C'est ça. Assez simple en tout. C'est pas si inabordable comme possibilité. D'accord. Et alors, tu parles de Flickr, d'Insta, et ça fait un super lien parce que on ne te retrouve pas sous les mêmes noms sur les différents réseaux. Puis être choix marketing. En tous les cas, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram et avec quel pseudo? Du coup, sur Instagram, je m'appelle Aksumama. Donc ça s'écrit Acsumama. Et c'est d'ailleurs la déesse aztèque des pommes de terre. Voilà, faut le savoir. Vous pourrez ressortir ça en soirée si vous voulez. Ça fait bien, c'est le petit plus. Très bien. Et sur Flickr? Et sur Flickr, c'est Mr. Hume, enfin Mr. MR, j'ai utilisé le diminutif. Ok. Bon, on aura aussi en sous-titre la façon de l'écrire pour te retrouver. On parlait des expos aussi. Donc l'année dernière, on avait la chance de t'avoir sur l'expo Grenobrix. On sait que tu en as fait une aussi avec d'autres moqueurs adhérents il y a peu de temps. Il me semble que c'était la semaine dernière ou le week-end dernier.
Est-ce qu'il y en a une autre prévue Là, comme dans ça, les prochains non. mois ou... Bah, en expo, j'ai rencontré des gens super intéressants qui m'ont parlé du coup d'autres expos à venir. Ouais, Il y en a une que j'aimerais vraiment faire, mais je sais pas si je la ferai cette année, je verrai. C'est Fanabric. d'accord. C'est voilà, la plus grosse de France peut-être à Colmar. Mais du coup, j'aimerais vraiment bien la faire. Je me pose juste la question de la logistique. Parce que bah voilà, mes mocks, je les conçois absolument pas. Enfin, quand je les fais, je pense absolument pas à comment je vais les transporter. Le Quetzalcoatl est plus solide que ce que j'espérais, mais j'avoue que la première fois que je l'ai déplacé, il m'a donné quelques sueurs froides. Et c'est un peu comme ça pour tous les mocks. Donc là, pour aller jusqu'à Colmar, je sais pas trop comment faire. On sait que certains ont mis leur mock dans une valise et ont traversé la Manche. Ouais, Voilà, donc ouais. on pourra peut-être faire une interview ou un reportage sur les meilleures modalités pour mettre ces Ouais, mocks bah, justement, en transport. Ça peut être la- intéressant. la valise en question n'a pas Oui, eu un franc succès en termes de. on a vu qu'il y avait eu quelques casses, mais vite rétabli. Très bien. Et ben Alexis, on a une toute dernière question. On a vu que ton univers était riche, avec énormément d'inspiration. Là, on parlait de ces constructions avec les Lego. On a déjà entendu qu'il y avait des éléments artistiques qui venaient enrichir ton imaginaire, ou en tous les cas pousser ton imaginaire jusqu'à la création. Du coup, de quoi tu vas aussi t'enrichir, peut-être autre que les Lego purs ou le artistique, pour nous donner un petit peu un autre accès à la façon de créer. Ok, c'est une question large, mais j'aime bien, parce que la question de l'inspiration, c'est vraiment un truc sur lequel je me penche. Bah, en fait... Bien, donc on va essayer de se la faire, parce que vous ne voyez pas, mais ça fait 5 minutes que j'essaie de vider le stockage de mon téléphone qui est arrivé à terme. Et donc Alexis, ça va se faire la 3e fois qu'il va essayer de répondre à ma dernière question. Il est très, très patient. Donc ma dernière question, qui est sur ce qui vient t'enrichir au quotidien pour après recréer avec le support Lego. Et on était sur le rapport à l'inspiration. Ouais, ma réponse tout à fait spontanée, pas du tout pré-réfléchie, la voici. Non, mais ce que je disais du coup, c'était que l'action de l'inspiration, c'était une question que je me posais souvent. Enfin, essayer de diversifier justement ces sources d'inspiration, de créer des choses vraiment nouvelles. Et du coup, dans une précédente interview, Marlène avait dit que l'inspiration, c'était la vie quotidienne. Et donc, je suis assez d'accord avec ça. Et je vais, pour ma part, rajouter quelque chose par-dessus, c'est que si c'est la vie quotidienne, bah, autant faire en sorte que la vie quotidienne, on puisse quand même vivre des choses un peu folles, hein, qui sortent un peu de sa zone de confort. Et du coup, bon après là, ça part un peu en philosophie de vie et tout, mais j'essaye d'être un peu un yes man, de dire oui à des choses auxquelles j'aurais pas forcément dit oui si j'avais voulu rester cloîtré dans mon petit quotidien, quoi. Donc ouais, j'essaye de diversifier des expériences, mais un petit peu au sens général du terme. Et du coup, bah voilà, d'aller voir des trucs que je serais pas allé vu, d'aller dans des endroits auxquels je serais pas allé, de rencontrer des gens qui a priori n'ont pas grand chose en commun, mais enfin voilà. Et du coup, j'essaye de vivre des choses nouvelles au sens large. Et je pense que enfin voilà, plus on voit de choses dans sa vie, plus on a une palette large de ce qu'on peut faire, de ce qui est possible d'éléments sur lesquels on peut s'appuyer, ou en tout cas qui vont venir impulser des choses après créatives. Bah, comme je disais, je pense que l'inspiration, ça se contrôle pas. Ouais. Et donc, ça vient juste de moments extrêmement spontanés. Et je pense que si on reste absolument toujours les mêmes choses, bah, ces moments spontanés, on n'a plus trop, parce qu'on devient un robot, quoi. Mais bon, après ça devient... Très bien. En tous les cas, on note spontanéité pour ramener à la créativité. Exactement, il faut de la spontanéité. Super. Et ben Alexis, on te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé, et d'avoir pu découvrir autrement que par les expos ta façon de créer, de penser, d'imaginer, et de pouvoir ensuite l'offrir au plus grand nombre de spectateurs. Un grand merci, merci à toi pour ce temps d'échange, et puis à très bientôt sur les réseaux, sur les expos ou autres, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi.